There's so much talent. It might be the most talent-stacked division in the UFC. There's just so many guys. C'est la pire catégorie. C'est simple, chaque membre du top 15, je dis bien chaque membre, est un tueur à gages. Un véritable monstre, prêt à vous arracher la tête pour devenir, pendant un temps, le roi de cette catégorie. Et oui, seulement qu'un temps, parce que devenir champion c'est une chose, mais le rester c'est beaucoup plus compliqué. Et plus vous êtes champion depuis longtemps, plus les coachs, analystes et combattants ont de temps pour analyser votre style, trouver les failles et tenter d'en venir à bout. Pourtant, certaines personnes ont réussi à établir un plan sur plusieurs générations pour dominer complètement la division. Mais cette histoire incroyable n'a failli jamais voir le jour parce que cette catégorie a bien failli ne jamais exister. Alors pour comprendre pourquoi cette catégorie regroupe les combattants les plus redoutables, aujourd'hui on va plonger dans l'histoire de la pire catégorie de l'UFC, les lightweight. Tout commence en 2001, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de champion à proprement parler. D'ailleurs, le MMA n'était qu'un sport de brutes et l'UFC n'est qu'une petite organisation parmi tant d'autres. Sauf qu'une chose différencie l'UFC des autres organisations, c'est son président Dana White. Parce qu'il a une vision, c'est d'unifier tous ses combattants et de déterminer qui est le meilleur d'entre eux. Et à ce moment, deux combattants brillent particulièrement, l'américain James Pulver, qui brille dans de nombreuses organisations américaines, et de l'autre côté de la planète, le japonais Kaol Uno, qui roule sur les organisations asiatiques. L'UFC décide de recruter les deux combattants pour organiser un super fight dont l'objectif est clair, couronner le meilleur lightweight du monde. Et c'est ainsi que naît la catégorie lors de l'UFC 30 aux États-Unis. Dès que le combat commence, le japonais léger sur ses appuis le touche à plusieurs reprises. Mais la force de James se fait ressentir dans les échanges en clinch et réussit à le toucher durement en contre. À l'issue d'une guerre totale, James Pulver parvient à s'imposer comme le tout premier champion UFC de l'histoire. Et si aujourd'hui, être champion UFC revient à être champion du monde et est une consécration pour n'importe quel combattant, à l'époque, ce n'est qu'une organisation de plus parmi tant d'autres. Donc il enchaînera deux défenses de titre face à BJ Penn et Denis Salman avant de quitter l'organisation et laisser le titre vacant en 2002. Face à ce départ, l'UFC a besoin d'un nouveau champion et décide de se faire affronter 4 combattants dans un tournoi pour le titre. BJ Penn et Kaol Uno se retrouvent face à face en finale. Et dans un combat violent laissant peu de place à la stratégie, les deux combattants se livrent une vraie guerre pendant 25 minutes. The lightweight belt is interesting. Yeah. You see how Carl did that? He put his hand out for the tap to avoid BJ from sprinting across. I believe that we're going to see the best out of two of these guys. Yeah, me too. Oh, that's a big takedown. Set up on him and throw a hard punch. Good takedown again. Those are two strong takedowns. Those are takedowns. Hey. Ultimate Fighting Championship off to a flying start here in 2003. Mais aucun des deux combattants n'arrivera à se départager et l'issue de la rencontre se soldera par une égalité, laissant le titre vacant. À ce moment, l'UFC est au bord de la faillite et les catégories de combattants plus légers ne sont pas les plus médiatisées. Elle est alors mise de côté au profit de divisions plus lourdes. C'est ainsi que la division demeure sans roi pendant 4 longues années. En 2006, l'organisation sort la tête de l'eau et tout va changer grâce à leur nouvelle télé-réalité, The Ultimate Fighter, qui va populariser la pratique et plus particulièrement l'UFC en mettant en avant de jeunes combattants. Avec l'arrivée de nouveaux fans, l'organisation réalise que le public apprécie de plus en plus la vitesse, la technique et le dynamisme des catégories plus légères. Face à cette demande, l'UFC organise un combat pour le titre vacant opposant Sean Sherk et Kenny Florian en 2006. Et le combat était très attendu parce qu'il n'y avait pas eu de champion de la catégorie depuis 2002 et beaucoup de fans pronostiquaient sur le meilleur combattant actuel. L'ambiance électrique se fait ressentir et les deux combattants ne lâchent rien du début à la fin du combat, transformant l'affrontant en un bain de sang. Sean Sherk est un vétéran UFC avec un style basé sur la lutte et connu pour son cardio exceptionnel. Il va s'imposer comme le champion de la catégorie, mais une controverse majeure mettra un terme à son règne. Il défendra son titre contre Hermes Franca. Le combat est très disputé et Hermes passera à 2 doigts de terminer le combat sur un violent coup de genou, suivi par une guillotine très serrée. Mais le reste du combat sera dominé par la lutte de Sean qui ne laissera aucune chance à son adversaire. Mais à l'époque, un problème était largement répandu, et si vous avez l'œil, vous l'avez sûrement déjà remarqué, c'est la différence entre leur physique et ceux des lightweight actuels. Différence qui s'explique avec l'utilisation massive du dopage. Les contrôles antidopage étaient rares et les combattants n'étaient testés que avant et après chaque combat, ce qui leur permettait de s'entraîner toute l'année sous l'effet de produits. Si bien qu'après le combat, les deux combattants seront testés positifs aux stéroïdes, laissant une fois de plus le titre vacant. Mais le plus grave pour l'UFC, c'est que cette affaire a grandement nu à sa crédibilité
crédibilité dans un moment critique du développement de l'organisation. Pour redresser la situation, l'UFC doit rétablir l'ordre et agir rapidement. L'UFC organise un combat pour le titre vacant opposant BJ Penn et Joe Stevenson. Mais BJ Penn arrive avec un style de combat novateur qui se démarque de tous les combattants old school de l'époque. Sa recette est simple, grappling exceptionnel, striking excellent et de très bonnes défenses de takedown. Mais ce qu'il démarque, ce n'est pas à quel point il était bon dans ces trois disciplines, mais sa polyvalence. Capable d'alterner entre chaque style en fonction des opposants pour trouver un chemin vers la victoire. Et si ça peut paraître comme étant la base aujourd'hui, c'est très novateur pour l'époque. Car le MMA n'était pas encore réellement un sport à part entière, mais un assemblement de plusieurs sports et les combattants étaient des spécialistes de certaines disciplines et rarement très complets. Et il va en faire la démonstration parfaite contre Joe Stevenson. Son striking lui permet d'ouvrir avec un coup de coude vicieux pour ensuite sécuriser la victoire grâce à un étranglement arrière. Alors que BJ Penn célèbre sa victoire, Stevenson est en larmes dans son sang. Et ce moment restera gravé dans l'histoire de l'UFC, marquant la naissance d'une nouvelle légende dans la division des lightweight. Parce qu'après ça, il va enchaîner les défenses de titre et son premier défi sera contre Sean Sherk qui revient après sa suspension pour dopage, bien déterminé à récupérer sa ceinture. Mais BJ Penn est beaucoup plus technique et beaucoup plus intelligent. Dès le début, il maîtrise complètement le combat et il le touche durement grâce à sa boxe anglaise extrêmement précise. Jusqu'au troisième round où il touche avec un genou sauté pour ensuite terminer la rencontre en grande impact. S'en suivra 2 défenses de titre supplémentaires où il terminera la rencontre avant la limite. BJ Penn a transformé la division lightweight qui était jusqu'ici reléguée au second plan. Grâce à son charisme et son style de combat complet, il a su alimenter des rivalités qui ont captivé les fans. Et maintenant, la division lightweight est définitivement en place. Mais dans le MMA, il y a ce qu'on appelle des méta, en anglais Most Effective Technique Available. Ce sont des styles de jeu, des systèmes qui sont plus efficaces à un moment donné. Mais aucun système n'est parfait et lorsqu'un combattant est champion pendant trop longtemps, d'autres combattants arrivent avec la recette pour les renverser. Et BJ Penn ne fait pas exception, parce que pendant qu'il célèbre ses victoires, Frankie Edgar a observé, analysé et décortiqué son style pour réussir à lui arracher son titre. Le style de BJ Penn est basé sur un striking puissant avec un gros contrôle au sol. C'est très efficace, mais Frankie Edgar va proposer une solution simple. Un jeu de jambes exceptionnel pour éviter les frappes lourdes et défendre les amener au sol. Il ajoute à ça un volume important qui permet d'accumuler les points et rester à distance. Ce style lui permet de devenir champion en 2010 et il confirmera ce statut en battant à nouveau Penn dans une revanche. Il fera quelques défenses de titre et la ceinture passera entre les mains de plusieurs combattants sans domination claire. En 2012, Benson Henderson devient champion avec un physique impressionnant et un style pas très spectaculaire mais très complet. En 2013, c'est Anthony Pettis qui détrônera Ben Henderson par une soumission lors de l'UFC 164. C'est un combattant très apprécié par le public par son style très spectaculaire qui lui vaudra le surnom de Showtime. 2 ans plus tard, il cédera sa place à Rafael Dos Anjos qui fera des défenses de titre honorables contre Donald Cerrone mais perdra en 2016 face à Eddie Alvarez. Mais cette ceinture, Eddie n'en profitera pas longtemps. Parce que si BJ Penn a permis à la catégorie de renaître de ses cendres, le combattant qui arrive ne va pas se contenter de mettre la lumière sur la catégorie. Non, il va faire bien plus que ça, bien plus qu'aucun autre combattant n'a jamais fait. Il va placer le MMA sur le toit du monde. À un tel point qu'à cette époque, même ta mère te parle de MMA. Il a fait passer le MMA d'un sport de taré que les gens regardaient d'un œil un peu méfiant à un sport répandu mondialement et qui, pour certains événements, rivalise avec les plus grands sports. Son aura est bien au-delà de cette organisation, chaque combattant qu'il affronte est devenu une superstar, mais s'il a battu Eddie Alvarez, c'est pas grâce à sa popularité, mais grâce à son style. Une nouvelle méta, sortie de nulle part, dans laquelle personne ne croyait, mais terriblement efficace contre les combattants actuels. Parce que son style se base sur un striking exceptionnel, avec une gestion de la distance parfaite qui lui permet d'être précis, mais surtout patient. Il place une pression constante et mise sur son timing pour placer des contres parfaits avec son bras gauche. Et ce style lui permet de venir à bout relativement facilement de combattants comme Eddie Alvarez aux frappes lourdes, bien ancrées sur les appuis et peu mobiles. C'est ainsi qu'il sera non seulement champion dans cette catégorie, mais réalise l'exploit d'être le premier double champion à l'UFC. Car avant ça, il avait récupéré le titre de champion dans la catégorie inférieure, dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi pour ne pas louper ça, et si tu veux me soutenir gratuitement, tu peux laisser un like et un commentaire, ça m'aide énormément, merci à toi si tu le fais. Mais si tout le monde pense que cet événement est le pic de popularité de l'organisation, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. Parce qu'un autre combattant qui avançait jusqu'ici dans l'ombre a bien prévu de gâcher la fête. Un combattant redoutable, pas seulement invaincu, mais qui n'a jamais perdu un seul round dans sa carrière.
C'est un lutteur, mais pas n'importe quel lutteur, parce que c'est tout simplement le meilleur de l'UFC. Ce combat offre une opposition parfaite. D'un côté, l'argent, le show, l'alcool, l'arrogance, et surtout le meilleur striker de l'UFC. Et de l'autre, de l'humilité, la religion et de la lutte. Tout oppose les deux combattants. Et bien sûr, c'est la discipline, le travail acharné et la mentalité du Dagestanais qui viendra à bout du Notorious. Khabib est alors champion et commence un des règnes les plus dominants de l'UFC. Et si beaucoup ont essayé, jamais personne n'arrivera à lui prendre la ceinture. Il défendra son titre face à Dustin Poirier dans un combat très compétitif où Dustin le touchera durement à plusieurs reprises avant de tenter une guillotine très serrée. Mais la lutte étouffante du Dagestanais viendra à bout de Dustin avec un étranglement arrière dans le 3e round. Ensuite vient Justin Gaethje. Il représente un vrai danger car c'est un striker redoutable mais il a surtout une grosse expérience de lutte. Mais malgré la perte de son père, il montrera une domination totale du combat. Il l'emmènera au sol et le fera dormir dans le 2e round. Et peut-être qu'un combattant aurait fini par réussir à le battre, mais il prendra sa retraite avant de pouvoir lui donner une chance, laissant une fois de plus le titre vacant. Thank you. Today, I want to say it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. It was my last fight here. Cette fois-ci, 2 combattants ont l'opportunité de remporter cette ceinture. D'un côté, l'ancien champion du Bellator, fraîchement recruté par l'UFC, un combattant spectaculaire qui peut éteindre n'importe qui à n'importe quel moment, Iron Michael Chandler. Son opposant, Charles Oliveira, un de mes combattants préférés avec un parcours juste incroyable qui mériterait une vidéo complète à son sujet. Ça tombe bien parce que cette vidéo, je l'ai faite et elle est disponible juste ici. Finalement, c'est Charles Oliveira qui remportera la victoire et qui sera sacré champion du monde. Son style de combat est explosif, il a un jiu-jitsu d'élite et sa technique est simple, mettre une pression constante et s'engouffrer dans la moindre ouverture pour terminer le combat. Et cette recette, elle marche parce qu'il a le record de soumission à l'UFC et de loin. Ce style lui permet de défendre sa ceinture face à Dustin Poirier. Et dans ce combat, Dustin a ses temps forts, mais Oliveira prendra le dos et réussira à terminer le combat d'un étranglement arrière. Puis il enchaînera face à Justin Gaethje et toujours dans le même style, le soumettra dans le 3e round de ce combat très disputé. Charles Oliveira paraît alors imbattable. Son style est révolutionnaire et a rencontré tellement d'adversité dans sa carrière qu'on pense qu'à ce moment, il est imbattable. Il devient une figure emblématique du MMA, si bien que tout le monde l'apprécie. Mais un champion que tout le monde apprécie, qui distribue KO et soumission dans des combats spectaculaires, c'était trop beau pour que ça dure. Parce qu'un homme avait un plan parfaitement ficelé, qui continuera d'être appliqué même après sa mort, c'est Abdulmanap Nurmagomedov, le père et coach de Khabib et Islam. Son plan était clair, ramener la ceinture de l'UFC au Daghestan, et ses soldats pour le mener à bien, Khabib et Islam. Et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Et la prochaine étape, c'est Islam sur le trône de la catégorie. C'est alors qu'un combat pour le titre est organisé pour l'UFC 280 à Abu Dhabi. Islam arrive extrêmement bien préparé, c'est la version parfaite de Khabib. Il semble n'avoir aucune faille, il domine même les échanges en striking, mais il a surtout un style qui minimise les erreurs et prend aucun risque. Et c'est ainsi que le plan de son père est mis à l'œuvre et que la ceinture des lightweight est à nouveau daghestanaise. Et jusqu'ici, personne n'a réussi à lui reprendre parce qu'il incarne le prototype du combattant parfait. Et chaque combat qu'il mène ressemble plus à une démonstration d'art martial qu'une vraie défense de titre. Et personnellement, je pense que c'est une question de temps avant qu'il soit considéré comme un des meilleurs combattants de tous les temps. D'ailleurs, j'ai codé une IA qui a calculé toutes les statistiques de tous les combattants UFC pour trouver le GOAT. Alors si tu veux savoir où se trouve Charles Oliveira ou Islam Makhachev, la vidéo se trouve juste ici. Mais revenons à Islam. Pour l'instant, je ne vois aucune faille dans son jeu. Et avec les combattants actuels, je ne vois pas qui pourrait le détrôner. Mais c'est l'histoire du MMA. Chaque style de combat, même s'il semble imbattable, finit par rencontrer son antidote. Et c'est ça la beauté de ce sport. C'est le sport le plus libre et ça laisse cours à des millions de possibilités, à la créativité de chaque combattant
Et même si tout n'est pas bon à garder, parfois, au milieu de tout ça, ressort une pépite. Un surdoué du sport qui a décidé de ne pas faire comme les autres. Et qui a trouvé la recette parfaite, remettant en cause tout ce qu'on connaît du MMA. Et c'est ça que j'aime dans le MMA, la liberté totale. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai testé un format différent de toutes les vidéos sur le MMA qu'on peut voir sur YouTube, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'aimerais que je traite une autre catégorie. Et tu peux laisser un pouce bleu et un commentaire, je les lis tous. Il y a beaucoup de projets qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer tout ça.